Tu ne verras pas l'enfant si tu ne signes pas. Mais cette femme avait un plan. Chapitre 1. La robe sentait le santal. Et un peu plus que ça, quelque chose d'indéfinissable, comme si le temps lui-même avait laissé une trace olfactive. Pas une odeur de poussière, ni une fraîcheur neuve, mais quelque chose de singulier. Le bleu profond, royal, ça existe en parfum, peut-être. Je l'ai caressé du bout des doigts. Le tissu restait doux, légèrement fané au pli, mais vivant. C'est dans cette robe que j'étais allée à la remise de diplôme d'Anna. Je me souviens du mouchoir dans ma main, des larmes retenues alors qu'elle, vêtue d'une robe blanche, légère comme une meringue, montait chercher son diplôme. Anna ne s'était pas retournée, toujours en avant, toujours le dos droit, les lèvres pincées, comme si la vie n'était qu'une course où le gagnant mérite le silence. J'enfilai la robe par la tête, comme je l'avais fait des dizaines de fois. Avec elle, j'étais allée à la soutenance de son mémoire, à son premier travail, à son premier, et je l'espérais, dernier mariage. Et aujourd'hui, peut-être pour la dernière fois, pas pour une cérémonie, non, pour quelque chose de bien moins festif, une camisole pour la maternité, me suis-je moquée en me regardant dans le miroir. Ironique, un vêtement qui pendant des années symbolisait la fierté devenait maintenant une armure. Mais contre qui? Mon cerveau refusait de digérer cette pensée. Maman, c'est juste de l'argent, crie Anna, la voix tremblante. Papa aurait donné. Je voulais répondre. Papa, lui, n'aurait pas donné. Il se serait assis, aurait enlevé ses lunettes, aurait regardé Henri comme un vieux fromage qu'on jette et aurait demandé pourquoi il fallait un mariage à 80 000, quand ta bague était déjà là. Mais je me suis tue. Parce que débattre avec quelqu'un qui est amoureux, c'est comme expliquer à un chat pourquoi il doit arrêter de grignoter les rideaux. Anna me regardait comme un obstacle tenace, comme une administration bloquant un dossier dans le ministère de l'âme. Elle disait que ce mariage majestueux n'était pas un caprice. C'était une nécessité. Le business d'Henri exigeait un certain standing. C'est un investissement, maman. On doit montrer qui on est. Je lui avais répondu un brin sarcastique. Si vous devez montrer qui vous êtes, c'est que vous ne l'êtes pas. Tu compliques tout, hurlait-elle. Tu ne crois jamais en les gens. Moi, je sais juste compter jusqu'à 3, avais-je rétorqué. 1. Ton Henri n'a pas de travail déclaré. 2. Tu es enceinte et tu ne gagnes rien. 3. 60 000 euros, ce n'est pas un pique-nique de champagne, c'est la moitié de ma vie. Et puis survint ce que je redoutais. Anna, ma petite Anna, aux doigts fins de pianiste, au nez de son père, à l'obstination d'un cactus dans un coin de fenêtre, s'est refermée soudain. Comme si on avait tourné une clé à l'intérieur d'elle, puis jeté la clé au fond d'un puits. Ma fille, qui jadis ne pouvait s'endormir sans ma main sur son dos, me regardait maintenant comme une banquière refusant un prêt pour un rêve irréaliste. Elle saisit son sac, jeta un regard en biais, et partit. Depuis, ni appel, ni message. 3 semaines de silence. 21 nuits. Si l'on compte nuit après nuit. Chaque nuit semblait polaire. Dans l'armoire, quelque chose remua. Je tombai sur un vieux sac. Celui que Paul m'avait offert pour mes 40 ans. À l'époque, il vivait encore. Il disait souvent « Regarde les gens 3 minutes. Si leur visage ne change pas, alors tu peux leur faire confiance. » Il n'aurait pas fait confiance à Henri, ni même pour une tondeuse, encore moins pour sa fille. Je soufflai et recoiffai la robe. Ce bleu royal allait bien à mes yeux. Bon sang, même à 64 ans, je n'étais pas si mal. Oui, il y avait des rides, mais aussi du caractère. Je me regardai dans le miroir et me dis « S'ils veulent un spectacle, eh bien, qu'ils l'aient. » La pendule de la cuisine tournait doucement. Le café avait refroidi depuis longtemps et la journée n'avait pas encore commencé. Je me surpris à penser « Peut-être ne pas y aller, peut-être ne pas leur offrir une nouvelle occasion de faire mal ?» Mais je me rappelais qu'enfant, Anna avait peur du noir. Elle me suppliait de laisser la porte juste entr'ouverte, et même quand elle faisait sa fière, tout au fond, elle attendait la lumière. Peut-être attend-elle encore, peut-être qu'elle ne sait juste pas comment faire le premier pas. Peut-être le téléphone sonna, comme une mise en scène après 21 jours de silence. Je regardais l'écran, puis mon reflet, puis encore l'écran. Alors, bleu royal, prête, murmurai-je presque à moi-même. Chapitre 2.
Le téléphone a sonné au pire moment possible, c'est-à-dire à l'instant même où j'avais enfin décidé qu'il n'y aurait plus d'appel. Comme attendre un bus pendant 2 heures, puis allumer une cigarette et le voilà qui arrive. L'écran clignotait. Anna. 4 lettres, et soudain tout s'est serré sous les côtes. Pas de peur, non. Plutôt un léger haut-le-cœur, comme après un champagne trop bon marché ou un souvenir trop sucré. Allez, me suis-je dit tout bas. Plus vite tu décroches, plus vite tu fermes la parenthèse. La voix de ma fille était presque joyeuse. Presque, parce que je la connaissais trop bien. Cette joie, c'était celle d'un zeste de citron dans un plat fade. « Salut maman !»« Salut Anna !» ai-je répondu lentement, comme si je goûtais son prénom. « Comment tu vas ?»« Bien. Écoute, Henri et moi aimerions... » Sa voix trembla un peu. « T'inviter à dîner, ce soir, chez Franco, à 20 heures. Chez Franco, Lyon. Ce restaurant où jadis Paul m'avait commandé des huîtres, alors qu'il savait que je ne supportais pas ça. Puis il a ri, quand je tentais de les mâcher. Ça ne se mâche pas, ma reine, ça glisse. Il avait fait un clin d'œil au serveur. Et le serveur m'avait servi du poulet. Mais sur l'addition, c'était bien les huîtres. Je suis tout de suite. Anna n'avait pas choisi ce lieu par hasard. Il y avait dans ce nom histoire, mémoire, et, surtout, une chance de me faire fondre. Ce soir ? Demandai-je, incrédule. Ce soir. 20h, on serait ravis si tu viens. Ravis, j'ai failli rire. Comme si c'était une collecte caritative, et non le dîner d'un type qui m'avait promis de ne jamais me montrer son fils. Après l'appel, je suis restée assise sur le canapé, figée comme si quelqu'un avait mis le film en pause. Mes mains immobiles, mes pensées tournant comme du linge dans une machine en essorage. Paul est apparu dans ma tête sans crier gare. Il venait toujours quand j'étais proche du bord, avec cette mixture d'ironie et de sagesse qui m'avait fait l'aimer autrefois. Je t'avais dit, évite les hommes trop blancs dedans. Elle ne m'a pas demandé mon avis. Mais tu aurais dû le donner, fort. Parfois, Paul était mon réconfort. Parfois, mon reproche. Il est mort alors qu'Anna était encore étudiante. Parti d'un coup, comme un homme qui sait quand revenir en arrière. Tu crois qu'elle a juste eu un manque ? Ai-je demandé doucement. De ton argent. Peut-être. Paul ! Désolé, tu m'as laissé dans ta tête, alors ne te dispute pas avec moi. Je suis allée à la cuisine, j'ai mis la bouilloire en marche et j'ai sorti un pot de miel du frigo. Paul aimait dire « Quand l'âme fait mal, bois quelque chose de collant, ça la recollera. » Il croyait aux solutions, simples, aux conclusions difficiles. En regardant par la fenêtre, j'ai soudain compris. J'avais peur. Peur de la revoir heureuse, peut-être utilisée. Peur qu'au-delà de ce « maman, recommençons », il y ait un piège. Et surtout, peur de ne pas avoir la force de dire non. Parce qu'au-delà de la blessure, je suis sa mère. Et qu'aimer un enfant, ce n'est pas un cadeau, c'est un état. « Tu y vas ?» demanda Paul. « J'y vais, en robe, en bleu royal. »« Bravo, mais n'oublie pas les lèvres. »« Du maquillage ? » ?»« Non, les lèvres avec lesquelles tu peux dire non. » J'ai souri. Dans la salle de bain, j'ai longuement observé mon reflet. Cheveux simples, maquillage minimal. Mon visage ne connaît pas les décorations. Il aime la vérité. Et mes rides, honnêtes. Pas un trait de trop. Je me suis rappelé, Paul me caressait la joue avant de dormir. Tu n'es pas un tableau, tu es une femme, et une femme doit vivre, pas trôner. Tit. Il me semblait qu'il avait prononcé ces mots hier. Le temps, c'est un traître. Il ne guérit pas. Il emporte ceux qui savaient et fait comme si de rien n'était. Quand l'horloge a marqué 19h30, je me suis levée. La robe était posée sur la chaise. Toujours le même bleu royal, toujours ce léger parfum de santal. Je l'ai enfilée lentement, comme une armure de guerre. À la porte, je me suis arrêtée, et j'ai murmuré « Paul, si tu es là, tiens-moi si je perds l'équilibre. » « À condition de pas mettre talon, » répondit sa voix dans ma tête. Je souris, et je suis sortie. Vers un dîner, vers le passé, et peut-être vers un nouveau commencement. Chapitre 3. Chez Franco m'accueillit comme on accueille de vieux amis à qui l'on n'a rien à prouver. Lumière tamisée, odeur de basilic, le chuchotement discret des serviettes et la musique cristalline des verres. Ici, dans cette atmosphère familière,
J'aurais pu faire semblant que ce dîner n'était qu'un dîner. Une rencontre par amour, non par calcul. Je suis entrée tranquillement, sans hâte, assurée de la raison de ma venue. Pourtant, dans ma poitrine, quelque chose battait doucement. Petit, apeuré, rebelle, comme un chat coincé par erreur dans un placard. La robe m'allait à merveille. Elle connaissait son rôle. Nous formions une équipe. Le serveur, jeune, aux yeux bienveillants, s'inclina légèrement. « Bonsoir, on vous attend. » Table près de la fenêtre. Bien sûr, près de la fenêtre. Là où la lumière flatte et où les passants voient le portrait d'une famille enfin réunie pour la réconciliation. Une scène de théâtre, parfaite pour ce qui allait commencer. Anna était déjà là, belle, impeccable. Le visage portait ce masque qu'elle chaussait depuis l'adolescence, pour cacher la douleur ou la honte. « Maman !» Elle se leva, m'enlaça maladroitement, comme si j'étais une collègue croisée par hasard en vacances. « Bonsoir, Anna !» dis-je, voix douce. Nous avons pris place. Elle commanda une eau pétillante. Moi, un verre de blanc. Un dîner sans vin, c'est comme un souvenir sans goût. « Tu es belle, » dit-elle, sourire forcé. « Toi aussi, mais… Tu n'es pas chaud ? C'est de la soie ?» demandai-je. « Oui, Henri dit que je dois représenter l'image de son entreprise. » Moi, je pensais que le visage, ce serait lui. Après tout, c'est son affaire. Elle tressaillit légèrement. Je ne pus m'empêcher. Non par méchanceté, mais parce que je n'avais plus la force de me taire. Maman, inspiration profonde. Regard fuyant vers les couverts, comme si mes mains cherchaient un appui. « Il a un peu de retard, » dit-elle. « Il a une réunion avec ses avocats, mais il arrivera bientôt. » Avocat. À ce mot, l'air devint plus lourd. « Ah oui, les avocats. Saison de reproduction pour eux aussi, apparemment. » Elle ne sourit pas. Elle me jeta un regard par-dessus le bord du verre. « Tu es en colère. »« Non. Tu me manques. Ce n'est pas pareil. »« Maman, je ne veux pas de dispute. Nous sommes adultes, maintenant. »« Famille. » »« Oui, adultes, ça se discute. » À ce moment-là, 3 hommes s'approchèrent de notre table. Costume impeccable, chemise bien repassée, dossier sous le bras, ongles soignés. Des avocats, ma catégorie favorite, juste après les démarcheurs et les collecteurs de dettes dans la rue. Anna se leva. « Voici Henri. Et nos avocats. Nous avons besoin de te parler. » Henri, comme toujours, sûr de lui, allait avec sa politesse sucrée et un sourire trop blanc. Dans ma tête, Paul grogna. « Je te l'avais dit, un type dont les dents brillent même dans le noir, c'est soit un dentiste, soit un escroc. » Henri m'embrassa sur la joue, trop proche, trop humide, comme s'il pensait que je lui appartenais déjà. « Ma chère belle-mère, vous êtes ravissante. Vous, en revanche, répondis-je avec calme, vous êtes resté. Le même. » Je me rassis. Les avocates prirent place. L'un d'eux posa sur la table une chemise, un dossier et un pli. Un pli doré, comme si je venais de recevoir une invitation à des vacances de rêve et non une convocation à un suicide financier. Anna me regarda. « Nous avons longuement réfléchi. Le business avance, un enfant c'est en route, et tu as des biens que tu n'utilises pas. Je les utilise, ils me donnent le sentiment de diriger encore ma vie. Mais tu ne pourras pas toujours maintenir tout ça, » dit l'avocat. « Merci, docteur, votre sollicitude est touchante. Nous te proposons une procuration, juste pour rationaliser les affaires, pour nous permettre de gérer à ta place. »« Tout ce que j'ai construit avec Paul ?» demandai-je lentement. « Oui. Et Paul, il est au courant ?» Silence dans ma tête. Puis Paul répondit. « Tu as dit ça à voix haute ?»« Oui. » Belle gosse. Je pris la serviette, tamponnai le coin de mes lèvres et souris. « Anna. »« Oui. Je suis désolée, mais je ne signerai pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Pas tant que vous continuerez à juger que je suis un problème pour votre image. Maman. » Sa voix était devenue étrangère. « Si tu ne joues pas le jeu, tu ne verras pas ton petit-fils. » La menace, glaciale. La douleur vint en retard, comme toujours. Comme une brûlure douce que l'on réalise seulement quelques instants après le contact. Je pris mon téléphone. Ouvris les contacts. « Tu appelles qui ?» demanda-t-elle. « Julien. Il est médecin, tu te souviens ? Qu'il vienne. Qu'il juge si je suis encore saine d'esprit. »« Tu es décidée ?» souffla-t-elle. Je ne répondis pas. Les avocats chuchotèrent quelque chose entre eux.
Henri hocha la tête, arqua un sourire carnassier. Je les regardais. Les visages lisses, le cuir lustré, le vernis parfait. Tout ce qu'ils voulaient me vendre. Une vie propre, sans tache, sans histoire. Mais je vis ce qu'ils ne pouvaient pas effacer. L'ombre. L'ombre d'une femme, d'une mère, d'une dignité immuable qu'ils ne pourraient ni acheter ni falsifier. Je me levai, lentement, avec le calme de quelqu'un qui a vu trop de théâtre. Et sait que c'est un salut final. Et j'attendis Julien. Chapitre 4. J'appuyai sur « Appeler » et mon cœur, à l'instant même où les sonneries retentirent, s'emballa. « Maman, tout va bien ? Salut Julien, tu pourrais venir à chez Franco dans 15 minutes ? Le restaurant avec les pseudo-huîtres italiennes ? C'est lui. Que se passe-t-il ? Des avocats, Henri, un petit spectacle intitulé « Maman, donne-nous l'appartement ». J'arrive. Je raccrochai et levai les yeux. Les trois, le gendre et ses deux acolytes légaux, me regardaient comme une centrale téléphonique dont la ligne venait de tomber en panne. « Vous appelez des renforts ?» demanda l'un des avocats, souriant. « Non, j'appelle le bon sens. » Répondis-je. « Dans ma famille, c'est un invité rare. » Anna ne dit rien. Elle fixait sa serviette comme un texte qu'elle devrait réciter. Henri était nerveux. Il n'avait pas l'habitude des imprévus. Moins de 10 minutes plus tard, entra Julien. Tenue, bleu foncé, écusson du SAMU sur la poitrine. Visage calme, regard vif. Il aurait su s'inviter dans n'importe quelle pièce, comme s'il était la pièce manquante. « Bonjour », dit-il en se dirigeant vers notre table. « Quelque chose ne va pas ? Quelqu'un s'étouffe avec des zéros ?» Henri se redressa. « Ah, vous êtes le docteur ? Quel plaisir !»« Oui, c'est moi, le docteur dont la mère n'a pas cédé l'appartement à un inconnu. Diagnostic fatal, non ? » Un avocat toussa. L'autre tenta de dissimuler un sourire. Anna jeta un regard vers Julien. « Julien, ce n'est qu'une discussion, » commença-t-elle. « Ah ouais ?» répondit-il. « On dirait un SOS. » Il s'assit à côté de moi. « Maman, tu vas bien ? Tu n'as rien signé ? » « Pas encore. Mais si je signe, mon petit-fils devra attendre pour voir la lumière du jour. Et peut-être ne verra-t-il jamais l'hiver. » Julien se redressa. « Belle condition. Mais si je t'achetais un beignet, ok pour ta rein ?» Henri pâlit. « Écoutez, docteur, » bafouilla un avocat. « Vous écoutez, vous, Henri, moi je parle. Je ne suis ni avocat ni futur mari. Je suis un fils, et je sais compter, je sais écouter. Vous êtes venu à une partie de poker pour réclamer les jetons d'une femme qui a survécu aux couches, à l'inflation, à la mort de son mari, à 2 crises immobilières et 3 générations de goujats. Vous croyez que je vais lui laisser un billet à blanc, juste parce que vous avez des magnifiques costards et des dossiers classés ? » Le silence s'abattit sur la salle comme le rideau final d'un mauvais spectacle. Quelqu'un gloussa sur la gauche. Un client cracha presque son champagne. Un serveur faillit faire tomber un plateau, mais détourna les yeux pour ne pas rire trop fort. « J'ai vu des gens mourir, » continua Julien, vite, lentement. « Et vous savez qui part en paix, c'est ceux pour qui quelqu'un s'est levé. Moi, je suis debout pour elle. Et si l'un d'entre vous pense qu'elle est seule, qu'il recompte. C'est de la calomnie, » tenta de répondre l'un des avocats. « Peut-être, mais c'est vrai, » rétorqua Julien. Je m'agrippai à la table pour ne pas perdre pied. Dans ma tête, Paul murmura « Parfait, maintenant, on peut commander le dessert. » Henri essaya de regagner le contrôle. Nous proposions simplement, sans pression. Tout était volontaire. Vous avez oublié qu'elle a un fils, moi. Et moi, je vois ce chantage, déguisé en sollicitude, pour ce qu'il est. Et j'ai envie de vous prescrire un diagnostic. Arrogance aiguë, aggravée par l'avidité. Et oui, Henri, ton sourire, celui d'un pasteur en solde, est large, mais vide. La salle entière se figea. Un homme se renfrogna, quelqu'un gloussa, une femme roula des yeux. Le serveur resta bloqué, verre pétillant à la main, et toute l'assemblée murmura presque en chœur. Waouh! Le rictus d'Henri fondit comme un fromage sur une poêle trop chaude. Paul dans ma tête. Ce mufle, quel âne je t'ai déniché! Anna se leva d'un bond. Julien, tu ruines tout. Toi, tu y perces tout. La salle se tut. La musique se fit plus basse. Les gens autour firent semblant de s'occuper, mais écoutaient,
comme devant un mauvais feuilleton. Je me tournai vers Anna. « Fille, si tu veux que je disparaisse de ta vie, dis-le. Mais ne masque pas ça sous souci maternel. » Elle pinça les lèvres. Ce geste, je le connaissais. Ma petite Anna le faisait quand je l'empêchais de prendre un gâteau de plus. Aujourd'hui, la blessure est plus profonde. Julien se leva, s'approcha des avocats, indiqua la chemise. « Prenez ça, brûlez-la, avalez-la, mais si vous tentez encore une pression sur ma mère, vous parlerez avec moi, et je suis bien moins poli qu'elle. » Puis il regarda vers moi. « Maman, allons prendre l'air. Il y a moins d'oxygène ici que de conscience. » Je hochai la tête. Anna resta figée. Henri serra les poings. Les avocats ramassaient leurs papiers. Nous sortîmes. Je respirai. Pour la première fois depuis ce soir. Vraiment. Julien me prit par les épaules. « Tu sais, murmura-t-il, si tu faisais partie de notre équipe, on sauverait tous les insolubles avec des mots. Ou on les effrayerait, souriai-je. L'important, c'est les faits. » Chapitre 5. Julien et moi marchions le long des quais, et pour la première fois de la soirée, je respirais pleinement. Profondément, comme après une tempête. J'avalais l'air comme quelqu'un qui vient juste de suffoquer. « Maman, dit-il, bravo. Mais tu savais qu'ils agiraient comme ça ? » Je m'en doutais. Surtout quand Anna a choisi chez Franco, elle aurait pu proposer n'importe quel restaurant. Elle a choisi celui où mes souvenirs marchent pieds nus. Sur du verre. Et je le regardais et souris. J'ai décidé que si j'étais au centre d'un drame, moi au moins, j'aurais le scénario. Il rit. Je sentis la tension me quitter. Julien a ce don de transformer le tranchant en douceur. Quant à moi, dans cette histoire, j'étais probablement la seule femme à ne pas jouer un rôle. « Maman, que vas-tu leur dire maintenant ? » « Moi ? Rien, mais quelqu'un d'autre le fera. Attends un peu. » Nous retournâmes dans la salle 15 minutes et 4 cigarettes plus tard. Je ne tremblais plus. J'étais glacée. Pas froide, non. Concentrée. Comme une femme qui voit le feu et sait où trouver la vanne d'eau. Anna était toujours assise. Son visage portait la fatigue. Ses lèvres serrées. Henri tournait en rond, comme un chien qu'on a privé de laisse. Les avocats chuchotaient. L'un d'eux jouait nerveusement avec le bord d'une carte de visite. Je m'approchai de la table et posai mon sac dessus. Celui que Paul m'avait offert. Il avait l'odeur du cuir ancien, et d'un luxe que nous n'avions jamais vécu. « Permettez qu'une autre personne se joigne à nous ?» demandai-je doucement, en regardant Henri. « Qui ça ?» Il sembla surpris. « Mon avocate, Louisa Calvet. » Un des avocats haussa un sourcil. « Louisa Calvet ? Vous voulez dire celle qui… » « Oui, coupai-je. Celle-là même, qui n'a pas peur des hommes en costume, et qui connaît la loi mieux que vous ne la manigancez. » 2 minutes plus tard, elle entra. Petite, menton fin, démarche de chef d'orchestre. Son regard, droit, précis, froid comme une aiguille. « Pardon pour le retard, » dit-elle en ôtant ses gants. On a essayé de me retenir à l'entrée, je ressemblais à une femme en retard pour un rendez-vous. J'ai dû mentir. Je suis avocate. Elle s'assit près de moi et sortit des papiers. « Madame, » s'adressa-t-elle à Anna, « je tiens à clarifier quelque chose. Les biens de votre mère sont sa propriété personnelle. Pour les protéger sur le long terme, nous les avons transférés dans un trust privé, géré par son fils. Julien. Tous les documents sont signés, valables depuis le moment où vous m'avez appelé. » Anna pâlit. Henri bondit. « C'est absurde, vous n'avez aucun droit. » « Si, » répondit calmement Louisa, « selon la loi. Et si vous continuez à insister sur une procuration, je déposerai plainte pour tentative d'intimidation envers une personne âgée dans le but de lui dérober ses biens. » Je pris une voix basse. « Je ne suis pas âgée. Je suis une femme qui a épuisé sa patience. » Louisa hocha doucement. « Exactement. Une femme, pas une victime. » Anna me regardait, d'un côté à l'autre, du frère à moi, et puis de nouveau à moi. « Maman, tu as tout signé derrière mon dos ?» murmura-t-elle. « Non, j'ai signé pour moi, parce que pour toi, c'était déjà trop de monde autour. Et moi ? Toi, tu es ma fille. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu de guerre. Mais si tu viens avec des avocats, alors je peux aussi lever une armée. » Henri s'effondra sur sa chaise, le visage livide. Julien se plaça derrière moi. Je sentis son souffle, mon soutien. Louisa referma son dossier. « Je pense que c'est tout. Si vous souhaitez une autre réunion, vous me contactez.
Mais pas elle. À partir d'aujourd'hui, je suis l'unique représentante de ses intérêts. Je me levai. Anna, dis-je, je suis prête à parler, vraiment. En tête à tête, sans ton mari, sans avocat, sans spectacle. Quand tu voudras. Et sinon, alors j'attendrai, à mes conditions. Je partis, dans ma robe bleue royale, avec le sac de Paul, avec mon fils, celui qui est resté à mes côtés, et avec le sentiment, enfin, d'être à nouveau maîtresse de ma vie. Chapitre 6. Après le restaurant, je ne suis pas rentrée tout de suite. Julien m'a proposé de me ramener. J'ai refusé. J'ai dit que j'avais besoin de marcher. Il a compris. Il comprend toujours. Nous nous sommes séparés au coin d'une rue. Il m'a embrassée en guise d'au revoir. Vite, sans parole de soutien. Non pas parce qu'il ne voulait pas les dire, mais parce qu'il savait. Parfois, les mots ressemblent à des parapluies sous une cascade. Mieux vaut juste rester prêt. Je marchais sur le quai et, étonnamment, je n'avais pas envie de pleurer. Simplement tout se serrait à l'intérieur. Comme la gorge s'étrangle quand tu voudrais crier, mais tu as déjà crié. Plusieurs fois. Et personne n'a entendu. Ça fait mal quand tes enfants font des erreurs. Surtout si ce n'est pas un « Oh, j'ai fait tomber ma glace » ou un « J'ai raté l'examen », mais quelque chose de vraiment adulte. Quelque chose qui restera pour toute leur vie, comme une vieille tache de naissance. Elle ne fait pas mal, mais chaque jour tu la vois dans le miroir. Ça fait mal quand ta fille, celle que tu as élevée, protégée du rhume, des poux, des peurs, se met soudain de l'autre côté. Comme si tu devenais son ennemi, comme si ton amour devenait une menace. Je ne suis pas contre le mariage. J'aurais aimé y être invitée. Danser un peu, boire un verre, rire quand quelqu'un raconte une bêtise. J'aurais aimé faire un cadeau. Mais seulement si le cadeau est un plaisir et non un paiement. Parfois, j'imaginais ce que pense Anna, seule dans la demi-obscurité de la chambre. Elle enlève sa robe, elle caresse la soie, puis s'arrête, comme si le poids de l'attente devenait tangible sur sa peau. Elle se demande « Maman me pardonnera ?» Ou cette fois non. Anna est amoureuse, ce n'est pas un crime. Mais je vois, ce n'est pas de l'amour, c'est un diagnostic. Et cet homme, Henri, il la guide comme un guide de château. Dans un château où tout serait à eux, mais où chaque centimètre porte l'étiquette « ne pas toucher ». Et le château n'est que sable, et la vague est déjà proche. C'est clair pour tout le monde, sauf pour elle. Dans ma tête, Paul soupira. On ne peut pas les protéger de tout. Mais on peut au moins refuser de leur donner les clés de l'appartement. Et l'âme, n'oublie pas l'âme. Je marchais lentement. Les passants, avec leurs chiens, leurs sacs, leurs appels, vivaient leur vie. Moi aussi. Mais aujourd'hui, j'avais l'impression qu'un wagon de marchandises m'était passé dessus. Arrivé devant l'immeuble, j'aperçus la lumière chez Jeannette, ma voisine. Elle vivait seule, 10 ans de moins que moi, mais avec les mêmes rides autour des yeux. Ces rides-là appartiennent à ceux qui ont beaucoup ri et un peu pleuré, ou l'inverse. Je montai, retirai mes chaussures. La robe bleu royal pendait sur le dossier du fauteuil, comme un soldat revenu du front. J'allai à la cuisine, servis un petit verre de vin blanc. Un verre modeste. Paul aurait dit « Et qu'est-ce qu'on fête cette fois ?» Je lui aurais répondu « Un mardi ordinaire ». Dehors, la nuit tombait. J'allumai la lampe. Regardai mon téléphone. Pas d'appel, pas de message. Ni d'Anna, ni d'Henri, ni de leur joyeuse troupe d'avocats. Silence. Étrangement propre. Comme la chambre d'un adolescent qui cache quelque chose. Je bus un peu de vin et je pensais « Curieux. Tu donnes la vie et un jour on te demande des comptes. Comme si la maternité était un investissement qui doit rapporter des dividendes. Je ne suis pas comptable. Je suis mère, et pour une mère, il n'y a qu'une monnaie, l'amour. Parfois, trop généreuse, parfois, trop en avance. Tard dans la nuit, on frappa à la porte. Je n'eus pas peur. Depuis longtemps, je n'ai plus peur des gens. Pire qu'Henri, je pense qu'il n'y a personne. J'ouvris. Jeannette, en pyjama, une marmite à la main. « Désolée, dit-elle. J'ai un peu de risotto en trop. Je me suis souvenu que tu disais adorer les champignons. J'ai pensé, pourquoi ne pas partager ?» Je la regardais, pantoufles, cheveux en bataille, regard chaud. Et soudain, ça m'allégea. « Entre, dis-je. J'ai du vin, du blanc, simple, pas comme au restaurant. » Elle s'installa, elle posa la marmite. « Où étais-tu » demanda-t-elle en riant doucement.
Avec ta fille, son mari, leurs avocats. Et qui a gagné? Moi, répondis-je d'un souffle. Par surprise, Jeannette rit. Alors, il faut fêter ça? Nous mangeâmes le risotto, bûmes le vin. Parlâmes des voisins, du fait que dans le supermarché, on ne trouve plus de tomates correctes, du fait que cet automne sent un peu différent, moins de feuilles, plus de quelque chose d'autre. Peut-être de désillusion. Je ne racontais pas tout de suite, mais j'évoquais la difficulté d'être mère quand on t'utilise, la douleur quand l'amour se transforme en monnaie d'échange. Jeannette écoutait, sans interrompre, simplement hochant la tête. Il y a tout un art à écouter, sans juger, sans conseiller, sans mêler sa propre histoire. Juste être là. Quand elle partit, je rangeai les verres, me lavai, éteignis la lumière. Puis je restai longtemps dans le silence. Et je pensais, peut-être que le bonheur, ce n'est pas quand tout va bien, mais quand, après le pire, tu es encore en vie, et qu'il te reste quelque chose à faire sourire. Chapitre 7. Le lendemain matin, je me réveillai sans réveil. Pas parce que j'avais bien dormi, au contraire. Le sommeil avait été agité, comme une pluie fine qui tombe sans jamais éclater en orage. Simplement, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais aucune dette à rembourser. Personne ne me demandait d'argent. Personne ne me chantageait avec un petit-fils. Personne ne sondait mon âme à travers une succession ou un testament. Juste moi. Et la bouilloire sur la cuisinière qui pétillait comme si elle aussi voulait dire quelque chose. Je fis mon thé, sans sucre, comme Paul aimait le boire. Je regardais mon reflet dans la vitre de la fenêtre de la cuisine. Il était calme, un peu triste, et pourtant vivant. Alors, Madame Liberté, murmurai-je tout haut, quel goût à la désillusion. Personne pour répondre. Même Paul, peut-être, s'était éclipsé pour sa promenade matinale dans mes souvenirs. Je pris la tasse et sortis sur le balcon. L'automne à Lyon cette année était hésitant. Les feuilles tenaient encore aux branches, comme si elles refusaient de partir. Je les comprenais. Dire adieu, ce n'est jamais simple. En face, à la fenêtre, je vis ma voisine, Jeannette. Elle portait une robe de chambre verte et des écouteurs et chantonnait en faisant les 100 pas dans son salon, comme une chef d'orchestre tenant un fouet au lieu de baguette. Et tout à coup, j'eus chaud. Je levai ma tasse vers elle. Elle m'aperçut, fit un signe de la main et quelques minutes après frappa à ma porte. « J'ai 3 morceaux de cake, dit-elle. Un peu sec, mais parfaite pour le thé. Ça te va ? Entre. » Mon thé, lui, est servi sans accompagnement. Elle s'installa dans ma cuisine comme si elle y avait toujours été. Le cake, un peu sec mais chaleureux et crémeux, avait ce goût des conversations sincères dans les soirs d'orage. « Je pensais, dit-elle. Tu ne travaillais plus ? Je suis à la retraite depuis 3 ans. Ah, mais tu n'es pas une vieille, toi. Tu es vive, drôle, tu sais répondre aux avocats jusqu'à les rendre muets. Bon. Et ? J'ai une idée. Elle sortit sa tablette, ouvrit une page. Voici un groupe. On soutient des femmes coincées dans des situations familiales compliquées, surtout celles dont les maris ou beaux-fils tentent de les dépouiller. Biens, argent, tout, sous prétexte de confiance ou d'image. Nous ne sommes encore que 7. Je regardais l'écran. Des messages courts. Le gendre est venu avec des avocats. J'ai cru qu'il s'était trompé de porte. On m'a demandé de signer une procuration. Ou adieu à la famille. Mon mari a tout transféré pendant que j'étais à l'hôpital. Je lus. Et quelque chose se serra en moi, comme si c'était mes os compressés. On gère un blog, poursuivit-elle. Parfois on se voit, parfois on écoute. Je me suis dit, peut-être que tu voudrais nous rejoindre ? Et quoi ? Dire à des femmes comment ne pas se vendre pour une robe de mariage ? Ou au moins leur redonner le droit de dire non. Je me tue, surpris, mais pas étranger. Après le dîner d'hier, j'avais envie de disparaître, de m'effacer, de me fondre dans l'armoire avec la robe bleu royale et devenir un simple cintre. Mais là, je sentais que je voulais être utile. Pas pour qu'on me remercie, pour un équilibre, pour un écho. Jeannette ? Oui ? Je vais y réfléchir. Mais ce ne sera plus un « jamais ». Ce sera « peut-être ». Elle hocha la tête, comme si je venais de signer un pacte avec ma liberté. Quand elle partit, j'ouvris l'ordinateur. Tapais dans la recherche. Groupe de science, de soutien, femmes, chantage financier conjugal. Je restai un long moment à contempler l'écran. Puis, je le fermai.
Je me promis d'écrire d'abord une lettre à Anna, sans reproche, sans menace. Juste une phrase. Je t'aime. Je serai là quand tu voudras revenir. Mais jusqu'à ce jour, je ne suis pas une de tes transactions. J'appuyais sur enregistrer le brouillon, qu'elle repose un peu, comme une liqueur de fruits qui doit mûrir. Chapitre 8. Parfois, pour se recoller. Ce ne sont pas les morceaux de toi qu'il faut rassembler. Il suffit de servir à quelqu'un, même brisée, même à moitié éteinte. Depuis que Jeannette m'a proposé de rejoindre leur groupe, je me surprends à me lever un peu plus tôt. Non parce que je dois, mais parce que j'en ai envie. Je sais qu'il y a des femmes, des milliers, qui ne savent pas par où commencer, qui n'ont pas de bouton SOS en forme de fils prêt à les attraper, ni parachute en forme d'avocate. Peut-être que c'est moi, aujourd'hui, qui pourra prononcer pour elles la première phrase. Bonjour, je ne suis pas folle. Ceux qui pensent que je ne comprends rien, eux, c'est la folie. Nous sommes 8 dans ce petit cercle. Il y a celle qui fut comptable, mais dont le fils l'a pourtant chassée de son propre appartement. Une autre, veuve, dont les petits-enfants lancent un cruel « Mamie, de toute façon tu vas bientôt mourir. Donne-nous ton garage. » Et d'autres encore, simples, blessées, perdues, des femmes qui ont juste besoin qu'on leur dise « Tu n'es pas seule. » Nous nous retrouvons le samedi dans la bibliothèque d'une petite église. Pas d'icône, pas de prière, juste du thé, des plaids, des soupirs et des rires mêlés de larmes. Jeannette joue le rôle de coordinatrice. Moi, on me surnomme la voix de la raison. Je préférerais la voix au verre de vin. Mais bon, je raconte. Comment j'ai tenu face aux avocats? Comment Louisa Calvé a débarqué? Comment Julien a traité Henri de ver déguisé en costume Hugo Boss? Les femmes rient. Certaines pleurent, mais ce n'est pas le rire d'une blague. C'est le soulagement. Le soulagement de savoir qu'il est possible de tenir. Qu'on n'est pas obligé de céder. Qu'une autre voie existe. Paul, lui, se tait. Je suis sûre qu'il sourit quelque part. Alors, qu'en dis-tu? Je lui demande un soir, allongé sur le canapé après une réunion. Pas mal, répond-il dans ma tête. Mais n'oublie pas. À force de sauver les autres, ne te laisse pas enfermer dans un placard. Moi, je ne suis plus un placard. Je suis le manteau posé sur le fauteuil de devant. Visible, chaud, gênant parfois. Ma fille. Et je sens son sourire. Un soir, on frappa à la porte. Je ne m'y attendais pas. Une femme jeune, d'une trentaine d'années peut-être. Un regard timide, une détresse muette. « C'est vous... le groupe ?» balbutia-t-elle. Je l'ai laissée entrer. Elle s'appelle Clara. 2 enfants, un mari. Qui sait faire une seule chose? Prendre. L'argent, l'espace, la volonté. Elle parlait doucement, comme si elle craignait d'être entendue. « Je ne sais pas quoi faire ?» dit-elle. Je sais que je ne suis pas folle, mais parfois je doute. Je lui servis du thé. On resta assise, longtemps, puis elle osa. « Vous ne voulez pas animer le groupe? On vous écoute ?» Et ça soulage. Je me tusse, surpris, mais pas indifférente. Après tout ce qu'il s'est passé, j'avais pensé disparaître, devenir invisible, rester ce vieux bleu royal dans un placard. Mais à cet instant, je compris. Je peux aider. Vraiment. Je vais réfléchir, répondis-je. Et dans ma tête résonnaient les mots de Paul, comme un accord secret. Plus tard, j'ouvris mon mail. Un nouveau message. Expéditeur. Anna. Sujet. Aucun. Je l'ouvris. 3 lignes. Maman, je ne suis pas prête, mais tu me manques. Je ne sais pas comment faire, mais si tu es encore là, réponds. Je fermai l'ordinateur, regardai par la fenêtre. Dehors, une pluie d'automne fine, hésitante. Les feuilles collaient à la vitre, comme des lettres écrites par le vent. Paul aurait dit « Voilà, la première fissure dans l'armure ». Moi j'ai murmuré « Je répondrai, mais pas tout de suite. Montrer que patienter, c'est aussi un acte d'amour. » Je pris une feuille de papier et commençai à écrire. « Je suis là, sans condition, mais avec mes limites. Je crois que tu trouveras ton chemin. Quand tu seras prête, je referai chauffeur la bouilloire. Et si tu viens, je ne te demanderai pas. Pourquoi si longtemps? Je dirai, tu es à la maison. Je posai la lettre, je la laissai. Elle attendra, jusqu'à ce qu'elle devienne une réponse. Chapitre 9. Avec Jeannette, nous étions assises sur le sol, entourées de boîtes de papier, de câbles, d'ordinateurs portables,
de tasses vidées de thé. Le club résistante avait depuis longtemps dépassé le format de simple réunion du samedi. C'était une vraie réseau, avec un podcast, un groupe de soutien, des conseils juridiques et même une ligne d'écoute active. Je tenais la rubrique « Lettres aux filles qui ne nous entendons pas ». Ça sonnait fort, mais ça marchait. Les messages ont commencé à arriver. La première, une femme de Bordeaux, puis une autre de Grenoble, puis de Bruxelles. Toutes posaient la même question, formulée à leur façon, mais identique. Où s'arrête la maternité et où commence moi? Je répondais honnêtement, sans morale, sans trompette de victoire. Je racontais ma vie, le dîner-restaurant, la robe, la fille qu'on aime, mais qui semble avoir oublié le nom de ton cœur. Un jour, l'avocate Louisa Calvette s'approcha de moi. « Je vous écoute, chaque épisode. » Moi, je pensais que vous étiez occupé par le tribunal. Oui, mais il y a des choses plus importantes. Vous savez combien d'affaires nous avons gagnées ces derniers mois? Combien? 12, toutes en faveur de femmes qui avaient arrêté de parler. Elle me prit la main. C'est vous qui avez commencé ça. Pas Jeannette, pas moi, vous. Je restais silencieuse. Parce que parfois la bonne réponse, ce sont des larmes. Calmes, fatiguées, mais lumineuses. 3 mois passèrent. L'automne céda la place à l'hiver. Nous préparions une édition spéciale pour les fêtes. Jeannette avait déjà accroché une guirlande sur la porte du micro-ondes. Moi, j'achetais des bougies parfumées par dizaines. Je crois au pouvoir du feu et de la chaleur. Je repensais rarement à Anna. Non, je mens. Je pensais à elle chaque jour, simplement, autrement, sans amertume, avec attente, comme une femme qui sait qu'un amour, ce n'est pas une nappe que l'on replie, mais un manteau chaud, même s'il reste accroché dans l'armoire. Il est toujours à toi. Puis, à la nouvelle année, j'ai reçu une lettre, pas un email, une lettre papier. Dans une enveloppe crème, écriture penchée. Ma fille, Anna. Je la gardai longtemps avant de l'ouvrir. Assise sur le canapé, en bleu royal, oui, je l'avais remise. Cette fois sans raison particulière. Juste pour me sentir décidée. Je déchirai l'enveloppe. À l'intérieur, une photo, un nouveau au nez. Endormi, une main contre sa joue, le front familier, au verso un mot. Il te ressemble. Je suis en colère, je ne sais pas comment demander pardon, mais je veux que tu sois dans sa vie. Dis-le. Je ne pleurais pas. Je posais la photo sur mes genoux, et je pensais, c'est peut-être ça, ce que sent le pardon. Pas un feu d'artifice, pas des fleurs, des excuses retentissantes, un simple mot sur du papier froissé. Je ne répondis pas tout de suite. Mais 3 jours plus tard, j'envoyai un colis. À l'intérieur, une petite couverture de bébé, tricotée de mes mains, et une carte. Commencez par une promenade, sans parole, juste toi, lui et moi. Puis, nous verrons. Au printemps, le club résistante reçut une invitation à parler lors d'une conférence. Nous nous retrouvâmes sur les quais. Elle arriva plus tard, poussant une poussette, sans le parasite qu'était Henri. Nous marchâmes en silence, 20 minutes. Parfois, le silence dit plus fort qu'un « Maman, pardonne-moi » ou un « J'ai tout compris ». Je regardais l'enfant. Il dormait. Il avait le nez de Paul. Je l'aurais reconnu entre 1000. « Il ressemble à toi », murmurai-je. Anna hocha la tête doucement. « Il aime le silence. Comme toi. » Nous ne nous sommes pas embrassés. Pas de pardon prononcé. Mais c'était un premier pas. Et un pas, c'est déjà un chemin. Le jour de la conférence, je montai sur scène. Non en robe, mais en jean et pull. Dans la salle, des centaines de femmes. 3 hommes. Je dis « Nous ne luttons pas contre les enfants. Nous luttons pour le droit d'exister. Même à 64 ans. Même si on s'appelle simplement « maman ». Nous ne sommes pas une fonction. Nous sommes des femmes. » Et la salle s'est levée. Je vis Julien applaudir. Jeannette hocher la tête. Louisa sourire. Au fond, une jeune femme. Belle. Avec un bébé dans les bras. Anna. Elle ne souriait pas. Mais elle regardait. Et ça, c'était déjà un pas. Parfois, pour revenir, il faut partir très loin. Mais si tu reviens, que quelqu'un t'ouvre la porte, moi, j'ouvre. Tu sais ce que j'ai compris? Le plus dur, ce n'est ni pardonner, ni lâcher prise. C'est rester soi. Ne pas se perdre dans les attentes des autres. Même quand ces autres sont tes propres enfants.
Si tu écoutes ma voix maintenant, alors tu n'es plus seul. Moi aussi, j'ai traversé ce qui paraît impensable. Moi aussi, j'ai demandé. Et moi, dans tout ça, vivante, réelle, blessée, avec l'amour et la douleur. Et je cherche encore la réponse. Mais je n'ai plus peur de chercher. Si tu as ton histoire, écris, dans les commentaires, sans honte, sans regard en arrière. Peut-être que tes mots deviendront une bougie pour quelqu'un, ou simplement un « je te comprends », silencieux. Et moi, je lirai, avec une tasse de thé ou un verre de vin, et le cœur ouvert. Ta voix, elle compte. La vérité, elle compte.